Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 19 avril 2021, le président tchadien est grièvement blessé au combat et décède le 20 avril. Depuis, c'est son fils, Mahamat Déby, qui tient solidement les rênes du Tchad. Plus de 2 ans donc qu'il dirige la transition au Tchad. Mais que retenir de ces 2 ans? Quels sont les enjeux véritables du référendum prévu le 17 décembre 2023 de Tchadiens? Avec moi pour en parler, Jean-Maurice Bamaré. Vous êtes membre du MPS. MPS, c'est le parti au pouvoir, mais vous êtes surtout le délégué général et coordonnateur des Tchadiens de France. Vous êtes plutôt satisfait de la stabilité que connaît votre pays, le Tchad, depuis le décès du président Idriss Déby. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous inviter sur ce plateau. Mahamat Zang Nezoun, vous êtes membre de l'UNDR. L'UNDR, c'est le parti de l'actuel Premier ministre Saleh Kebzabo, qui était auparavant dans l'opposition. Vous êtes enseignant, président de l'amicale panafricaine et membre de la dynamique unitaire panafricaine. Merci d'avoir accepté notre invitation pour jeter un regard sur la transition que connaît aujourd'hui votre pays. Et ma première question s'adresserait à vous. Quel regard posez-vous aujourd'hui sur ces 2 ans et quelques mois que vient de connaître de transition que vient de connaître votre pays, le Tchad? Merci, Monsieur Togbe, pour votre invitation. La transition dans notre pays, dans notre cher et beau pays, le Tchad, oui, dure donc depuis la mort brutale de M. Idriss Déby Itno. Et en fait, on est dans la 2e phase de la transition. La première a duré 18 mois et elle s'est achevée avec la tenue du dialogue national. À Doha? Non, à Doha, c'était la conférence avec les politico-militaires. C'est vrai. Pour préparer, n'est-ce pas, à Doha, au Qatar. Et la 2e phase s'est déroulée donc au Tchad, qui a été très largement contestée parce qu'en fait, après la première phase de pré-dialogue avec les politico-militaires, certains n'ont pas signé, et pas les moindres, hein. Par exemple, le FAC n'a pas signé les accords de Doha, ainsi que d'autres mouvements politico-militaires. Donc déjà, il y a eu un raté. La 2e phase, c'est que certaines organisations de la société civile, en l'occurrence Wakitama, et puis d'autres organisations comme les transformateurs, comme Monsieur Bedoumra Kordje, M. Hassabal Soubiane ou M. Avoksuma Djona du Parti Les Démocrates n'ont pas pris non plus part à ce dialogue-là. Et donc, on est passé de la première phase à la 2e. En principe, la transition doit amener à la mise en place de structures nouvelles, l'adoption d'une constitution pour par la suite permettre le partage, enfin l'accession au pouvoir de manière démocratique. C'est ça. Ce qu'il faut constater, c'est que au Tchad, après la mort de Déby père, il y a eu une succession anticonstitutionnelle et quasiment dynastique. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de... Et le régime... Le dauphin constitutionnel a refusé, dit-on, de prendre le pouvoir. Oui, ça c'est l'explication qu'on nous sert. On est obligé, on n'est pas obligé de la prendre en considération, on peut même la contester, c'est tout à fait jouable, mais l'intéressé lui-même a dit que pour des raisons de santé, voilà, il a refusé, ce qui ne l'a pas empêché par la suite d'être président du Conseil national de transition sans que ses problèmes de santé soient réglés. Mais c'est pas la même chose. Sans que ses problèmes de santé soient réglés. En tout cas, moi, le regard personnel, hein, ça c'est mon point de vue en tant que citoyen, en tant que militant panafricaniste engagé,
les 2 périodes de transition ont quand même été entachées de beaucoup d'éléments fortement préjudiciables à la constitution, à la construction d'une nation. Il y a eu beaucoup de morts. Comme quoi concrètement? Par exemple, les événements d'octobre 2022, où il y a eu quand même un nombre effroyable du 20 octobre. Du 20 octobre, il y a eu des dizaines de morts. Des dizaines de morts, des disparus, des blessés. Mais entre-temps, il y a eu également dans différentes régions du Tchad, essentiellement au sud, il y a eu beaucoup de massacres. Or, la raison qu'on avait invoquée pour permettre aux militaires d'assumer le pouvoir, c'était qu'ils sont capables d'assurer la sécurité des Tchadiens, des biens et des personnes. Ça, c'est sur ce plan-là, on ne peut pas dire que ça a été une totale réussite. Monsieur Bamaré, effectivement, on devrait même, avant de commencer cette émission, avoir une pensée pour cette dizaine de vos compatriotes qui sont tombés le 20 octobre 2022 lors des manifestations durement réprimées par la police. Et puis il y a les incidents dans l'arrière-pays qu'évoque M. Mahamat Nezoun. Comment expliquer justement cette contradiction qui est qu'on a mis les militaires, on a accepté que les militaires prennent le pouvoir pour sécuriser le pays, stabiliser le pays, alors qu'il y a eu régulièrement des incidents où plusieurs de vos compatriotes ont perdu la vie? Les Tchadiens, quel que soit le Tchadien qui meurt, c'est un Tchadien, donc c'est un être humain. On pouvait avoir une pensée également, une minute de silence par rapport au maréchal Déby qui est décédé, aux compatriotes qui sont tombés malheureusement sous des balles des soldats qui n'ont pas pu avoir le contrôle réel de leur vision de la paix à établir. On ne peut pas dire non plus que le Tchad était un pays libéré à lui-même, parce que lors du décès du maréchal Déby, il fallait absolument sécuriser le pays. Sécuriser le pays, et étant donné que constitutionnellement, le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer l'intérim, pour des raisons internes, personnelles, il n'a pas pu assumer cette responsabilité, et il fallait absolument que le Tchad reste stable. Vu tout ce que nous avons à nos frontières, que ce soit au Soudan, en Centrafrique, une partie au Cameroun pour le Boko Haram et au Nigeria, et également en Libye, il fallait impérativement que le Tchad soit stable. C'est ce qui a permis à ce que on instaure cette transition qui est la première... Un civil ne peut pas stabiliser le Tchad? Non, mais... Un président civil, je veux dire. Non, le Tchad, c'est-à-dire pendant cette période, le Premier ministre était un civil. Oui. Alors donc, le Premier ministre est un civil, c'est le chef de gouvernement, c'est lui l'exécutif. Donc ce qui fait que, en ce qui me concerne personnellement, je pense que le Tchad a pu assumer également son rôle en tant qu'État démocratique à cette période-là. C'est d'autant plus intéressant ce que dit M. Bamaré, que certains de nos confrères ont posé la question à certains de vos compatriotes en N'Djamena sur l'après Idriss Déby. Et beaucoup ont répondu qu'à la mort du président Idriss Déby, ils avaient peur et craignaient que le pays ne bascule dans le chaos. Mais que finalement, tout se passe bien, plus ou moins bien. Que leur répondez-vous? Voyez-vous, Idriss Déby, père, est mort dans les conditions que nous savions. Il y a un mouvement politico-militaire qui était quand même assez puissant, et le président aurait trouvé la mort dans ces conditions. Donc il y avait un vrai risque que cette rébellion-là progresse, et que le Tchad a toujours connu des changements de régime extrêmement violents et brutaux. Tout le monde se rappelle qu'en 1980, Hissène Habré a chassé l'ancien président M. Goukouni Médé. En 1990, M. Idriss Déby Itno a chassé
Hissène Habré. Donc, il n'y a jamais eu au Tchad une succession pacifique de pouvoir. Et c'est dans ces conditions-là que le Conseil militaire de transition, composé d'une quinzaine de généraux, a pris le pouvoir et a nommé M. Mahamat Idriss Déby. Et la politique étant un rapport de force, comme il dirigeait la DGSIE, qui est toujours la structure armée la mieux équipée et la plus forte, donc c'est à monsieur l'actuel chef de la transition qu'on a donné le pouvoir. Le système, à mon avis, n'a fondamentalement pas changé. À peu près les mêmes hommes dirigent aussi bien au niveau du gouvernement, des forces de défense et de sécurité que des grands ensembles économiques. Donc, à mon avis, on n'est pas allé jusqu'au bout de ce changement qu'attendait la population. On n'a pas vu une amélioration des conditions de vie et de travail des Tchadiens, et ça reste encore un problème. Ce que vous dites est très intéressant. Monsieur Bamaré, ce qu'il dit est d'autant plus intéressant et pertinent que dans le préambule du projet de constitution que vous allez voter sans doute le 17 décembre prochain, il est écrit ceci. Proclamé République le 28 novembre 1958, le Tchad accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 août 1960. Depuis cette date, il connaît une évolution politique et institutionnelle mouvementée. Des années de guerre, de dictature et de partis uniques ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique. Les différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, le communautarisme, les injustices sociales, les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, individuelles et collectives, dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes composantes de la nation tchadienne. C'est dans le préambule de votre projet de constitution. Et la question c'est, il dit, monsieur Zhang dit, rien n'a véritablement changé. Et moi, ma question à vous, c'est que quand on parle des régimes qui se sont succédés, il vient d'évoquer que Idriss Déby a pris le pouvoir en 1990, il a renversé Hissène Habré, dont il a fait pratiquement 3 décennies au pouvoir. Quand on a fait partie du problème, peut-on être encore la solution? Monsieur Bamaré. Le Tchad, depuis 1990, était devenu quand même un pays démocratique. Il y avait des multipartismes. Le Tchad était un pays démocratique depuis 1990. C'est-à-dire le multipartisme, je veux dire. Le multipartisme... on peut contester. Après cette période, on a pu quand même créer des partis politiques qui ont gouverné jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Tchad est resté un pays dictatorial et que jusqu'à cette date, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de changement. Mais c'est ce que le préambule de... Oui, bien sûr, ce préambule, c'est projet de constitution gelé. Mais effectivement, c'est-à-dire, vu ce qui s'était passé avant... Pas beaucoup de vos compatriotes seront d'accord avec monsieur. Vous êtes sérieux, monsieur, mon très cher Bamaré? Vous savez très bien que le fait qu'il y ait plusieurs partis légalisés ne signifie pas forcément qu'il y a un système démocratique. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. En Afrique du Sud, pendant l'apartheid, il y avait plusieurs partis. On ne peut pas dire que ce soit... le Tchad de 90, le Tchad de 1990 était une effroyable... Le Tchad de 1990, le Tchad d'Idriss Déby Itno, était une effroyable dictature que j'ai toujours combattue. C'est une effroyable dictature pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait une très mauvaise gouvernance, une gestion chaotique, erratique. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et surtout, il y a eu quand même beaucoup de disparitions, dont la plus emblématique est celle de Ibni.
Oui, en février 2008, lorsque les rebelles sont entrés dans la capitale. Et à 2 reprises, les rebelles sont entrés dans la capitale, en 2006 et en 2008. Vous voyez? Donc, et puis la redistribution des richesses s'est faite sur une base uniquement et totalement clientélaire. Les richesses du pétrole sont allées vers la famille ou les amis de M. Idriss Déby Itno. Et donc, il y a cette situation extrêmement difficile. Je ne parle même pas des délestages quasi quotidiens, nos hôpitaux qui sont exacts, qui étaient des vrais mouroirs. Et quand vous arrivez dans une classe, quand vous voyez 90 élèves assis à même le sol, dans une salle de classe. Dans une salle de classe. Mais moi, je suis revenu de N'Djamena au mois de janvier 2023. Oui. Et depuis, chaque année, je vais au Tchad. Oui, ces changements ne peuvent se faire que si les Tchadiens sont unanimes et s'entendent. 30 ans. Parce que là, on parle encore du passé. On s'appuie sur le passé. Or, la question était concernant le projet de constitution qui est mis au référendum pour le 17 décembre. Est-ce que cette nouvelle constitution va apporter une certaine amélioration pour notre peuple? C'était ça la question. On ne peut pas éternellement, à chaque fois où on se retrouve, parler que de ce qui s'est passé. Le passé, ça fait partie de l'histoire pour moi. Bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie maintenant sur l'avenir et essayer de mettre en place un Tchad nouveau qui sera quelque chose de fondamental. Les Tchadiens, surtout la génération qui est née à partir de 1990, et qui a 33 ans aujourd'hui, espère accéder également à la vie active de notre pays, et surtout pour construire, parce que je pense que nous, les dinosaures, comme disaient certains jeunes, les dinosaures vont disparaître un à un. Donc, c'est-à-dire, on pense dans l'avenir du Tchad, il y aura une réelle modification de comportement et ça va apporter un changement. Vous êtes optimiste. On sent que vous êtes optimiste, que vous voyez l'avenir. Vous avez une vue positive sur l'avenir de votre pays. Et quels sont les éléments qui nourrissent chez vous cet optimisme, cet espoir que demain sera meilleur? Mais moi, le premier point, c'était le dialogue inclusif qui avait eu lieu, qui était quand même une ouverture et permettant à tout le monde de pouvoir venir s'exprimer et présenter. Tout le monde peut-être pas. Mais beaucoup déjà. Oui. Beaucoup viennent pour pouvoir présenter leur projet d'avenir pour le Tchad. Beaucoup de ces personnes qui sont abstenues de venir, ce sont parfois des hommes politiques aguerris. Et je n'ai pas bien compris l'objectif qu'ils avaient derrière la tête de pouvoir s'abstenir de venir participer à ce dialogue qui est un moment très important pour préparer l'avenir de notre pays. Monsieur Bamaré, vous évoquez là un point très très intéressant. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre discussion. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Tchad. Au Tchad, où le président de la transition appelle ses compatriotes aux urnes le 17 décembre 2023 pour adopter la nouvelle constitution. Mahamat Zang. Monsieur Bamaré disait avant la pause quelque chose d'intéressant. Depuis plus de 30 ans, la période de transition aura été la période historique où des Tchadiens ont pu se parler, où des Tchadiens ont pu penser ensemble l'avenir de votre pays, même si tout le monde
n'a pas accepté, la main tendue n'a pas accepté le dialogue, mais ça a été quand même un creuset où vous avez pour la première fois depuis des décennies créé un cadre de discussion pour parler de l'avenir du Tchad. Ça au moins c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'actif du pouvoir actuel. Le dialogue doit, à mon avis, se poursuivre et la transition doit être totalement, je dis bien totalement, inclusive. Il y a encore des compatriotes qui ne participent pas à ce processus. Il y a des groupes armés qui sont assez puissants et qui ne sont pas non plus dans la gestion des affaires. Il y a également des partis et des organisations politiques. Il y a une bonne partie de la société civile. Je pense que le dialogue là est encore inachevé et qu'il va falloir le continuer si on veut réellement apaiser les esprits, construire le pays et aller de l'avant. Ce ne sont pas les ressources humaines et les ressources matérielles qui manquent. Mais il y a réellement une question de gouvernance dans ce pays-là qui se pose. Voyez-vous, la Constitution telle qu'elle a été adoptée, je crois que c'est en 1996, après le dialogue national souverain, où les responsables, n'est-ce pas, du bureau du dialogue ont été élus, la Constitution disait déjà que le Tchad serait un État fortement décentralisé. Or, l'ancien régime, sous la tutelle de M. Idriss Déby Itno, n'a jamais appliqué dans la réalité la décentralisation et les collectivités autonomes n'ont jamais pleinement exercer leur rôle. Est-ce que après cette constitution-là, ça va se faire? Est-ce qu'il y aura une meilleure gouvernance? Est-ce que les nominations fantaisistes? Est-ce que le nombre pléthorique de généraux? Est-ce que tout cela va changer pour que tout le monde puisse travailler ensemble à l'édification de ce pays? Ça, c'est un vœu. Le président, le 9 octobre dernier, dit dans son discours à la télévision, je le cite, « Le tableau est satisfaisant et le pays est dans la bonne direction. Pays que certains voulaient faire retomber dans la violence et l'abîme. » Monsieur Bamaré, parlons des enjeux de cette constitution, de ce projet de constitution, puisque le président appelle les Tchadiens à se déplacer le 17 décembre pour adopter cette constitution. Dans certains pays qui ont connu la transition, un peu comme vous la connaissez aujourd'hui, on prend soin d'inscrire dans le projet de constitution que les dirigeants de la transition ne se présentent pas à l'élection présidentielle. Sauf que dans ce projet-là, il n'est pas fait mention de cette inscription. Ça veut dire quoi? Ça laisse présager quoi? Que les responsables actuels de la transition du Conseil militaire peuvent très bien être candidats. Je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à cette question qui est quand même assez... Mais la question a été traitée lors du dialogue national. Le président de la transition et les autres responsables peuvent être candidats. Mais donc ça je ne peux pas répondre que la question était que est-ce que le gouvernement, le président actuel, pouvait se présenter pour pouvoir être candidat aux prochaines élections? Juridiquement et politiquement, il en a la possibilité. Oui. À une seule condition, c'est que comme c'est les militaires, il doit juste se mettre en retrait pendant 6 mois. Des fonctions militaires. C'est ça. On peut bien supposer qu'il sera candidat. Donc, vous me direz que vous n'êtes pas dans le secret. Je ne suis pas dans le secret moi pour pouvoir répondre à cette question. Je peux vous poser une question, monsieur, mon très cher Bamaré. Vous avez vu que le président de la transition a effectué des visites dans toutes les régions du Tchad. Sa dernière rencontre s'est terminée dans la ville de N'Djamena. Et en même temps, pour le président de la transition, il a fait quand même énormément de promesses à chacun de ses déplacements. Or, en principe, la transition, elle s'arrête en décembre 2024. Non, mais ce qui est certain, c'est que le président Mamadou Idriss Déby
s'est engagé à pouvoir aller visiter les compatriotes dans leur province. Bien sûr. L'objectif, c'est aussi de parler de la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum. Ça, c'était très important. Il fallait qu'il aille rencontrer ses compatriotes, discuter avec eux, voir si les éléments qui sont mis dans cette nouvelle constitution qui sera adoptée et puis promulguée, bien sûr, puissent également, s'ils avaient des doléances, s'ils avaient des questions, s'ils avaient quelque chose à dire, de pouvoir lui dire. Les promesses, tout homme politique, où qu'il soit, est obligé de pouvoir promettre un changement au peuple ou aux personnes qu'il rencontre. Sa tournée, qui était positive à tous les niveaux, a permis à ce que les compatriotes connaissent ces jeunes présidents. Je pense qu'il est très important que les Tchadiens se préparent à apporter un réel changement dans ces pays-là. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous parliez des cas des nominations ou des... Il parlait de nominations fantaisistes. Moi, je pense que ce problème a été maintenant pris en main par le gouvernement et actuellement, on est en train de faire la chasse à tous les salariés fictifs. On en a trouvé 7000. C'est vrai. 7000 salariés fictifs, dont il y a au moins 7000 diplômés qui sont sûrement en chômage, qui auraient pu occuper ces postes. C'est vrai. Donc il y a un travail ce travail a été déjà fait dans l'armée. Et maintenant, c'est dans le secteur public que ces investigations se mettent en place. Donc j'espère que après la Constitution, après avoir voté la Constitution et pourquoi pas élire les nouveaux dirigeants du pays. Bien sûr. Ces problèmes, je pense qu'on va quand même... Ça, c'est un point très intéressant et très positif que soulève Monsieur Bamaré, cette campagne de salubrité qui se fait aujourd'hui dans la fonction publique avec... C'est beaucoup d'argent que ça coûte au budget national, le fait que 7000 personnes fonctionnaires émagent au budget national. Mais on peut dire que il prend les problèmes à bras le corps, finalement, le président de la transition, même si vous lui prêtez des ambitions présidentielles. C'est à quoi il a droit? Naturellement qu'il a droit. Il est tchadien, bien sûr. Il n'a pas été condamné, il jouit de ses droits. C'est normal qu'il puisse être candidat. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on a une armée tchadienne qui doit avoir au bas mot quelque chose comme 500 ou 400, je ne sais pas, généraux. Vous représentez la masse monétaire et le poids sur le budget de l'État. En plus, ces différents généraux, je ne parle pas seulement d'eux, ils ont des avantages matériels, des voitures, l'électricité, ils ne la payent pas, l'eau non plus, alors que dans plusieurs quartiers de la capitale, les délestages sont quotidiens. Quotidiens. L'insécurité est grandissante dans la ville. Vous voulez dire quoi, M. Zanki? Il y a trop de généraux dans votre armée? Écoutez, une armée comme l'armée tchadienne, là, 500, 400, 500 généraux, vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal, mais c'est-à-dire vous avez oublié, M. Zang, de parler que ces derniers jours, il y avait eu des généraux qui ont été mis à la retraite. Et d'autres qui ont été nommés aussi? Mais non, ceux qui sont nommés sont plus faibles par rapport au nombre de... C'est pour les postes techniques qu'ils ont été nommés, c'est pas uniquement pour compenser ceux qui sont mis à la retraite. Donc, c'est un système de vase communicant. Mais on non, enlève pas du tout. Certains, pas on ramène... du tout, justement, le problème... Mais on peut dire que votre pays est vaste. Il faut sécuriser les frontières du Tchad. Ce n'est pas une petite affaire. Mais monsieur Bamaré, comment se fait-il que cette armée qui allait combattre en République démocratique du Congo, qui est allée en Centrafrique, qui est allée au Mali, comment se fait-il que cette armée qu'on nous décrit comme... Je suis sûr qu'il y a des officiers de qualité dans cette armée-là. Absolument. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Et des gens très braves qui connaissent le métier des armes. Il n'y a pas de souci. Mais en 2006, les rebelles sont entrés dans la capitale. En 2008, pareil. Donc cette armée-là, elle est défaite par des rebelles. Non, mais vous parlez de 2006, ils sont rentrés. 2008, ils sont rentrés. Et tout à l'heure... Et en 2019, l'armée française a été obligée de bombarder des colonnes de rebelles pour empêcher justement une autre incursion. Non, mais je ne sais pas si vous êtes
décidé à pouvoir casser, comme on dit, les œufs sur l'armée. Mais ce qui est certain, c'est que... Non, j'ai dit qu'il y avait des gens de valeur. Hein. Ce que l'armée tchadienne, comme disait M. Togbé, le Tchad est vaste. C'est vrai. Les frontières du Tchad ces dernières années, les années dont vous citiez, sont tellement... Ces frontières sont poreuses. Surtout après le démantèlement de la Libye. Et le démantèlement de la Libye a permis à ce que tous les armements qu'il y avait là-bas se sont déversés vers les pays du Sahel. C'est vrai. Ce qui est certain, c'est qu'au Tchad, on a essayé quand même de conserver ces havres de paix et sécuriser également la population pour pouvoir empêcher qu'il y ait des débordements. L'armée tchadienne est une armée digne et reconnue mondialement. Oui. Le nombre de généraux, ça c'est un problème d'organisation et je pense que dans les années à venir, ça sera au nombre du besoin, ça sera plutôt pas le nombre, comme vous le dites, mis en place par un nombre qui ne sert pas à grand-chose. Bon, bref, je pense que l'avenir du Tchad, que ce soit au niveau militaire ou au niveau politique, c'est une assurance qui se met en place. C'est une assurance qui se met en place, mais on pourrait vous objecter que vous aussi, d'une certaine manière, vous participez au pouvoir actuellement, puisque votre président est le Premier ministre actuel. Oui, monsieur Kebzabou, avec lequel j'ai de très très bons rapports sur le plan humain, sur le plan... Il n'y a pas de contestation. Vous auriez été à sa place, que vous n'auriez peut-être pas accepté la primature dans ces conditions, dans le contexte d'alors? Je ne suis pas à sa place. Oui, c'est ça, on est d'accord. Donc, il a fait un choix qui est le sien, qui est parfaitement respectable. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de... Il faut servir son pays. Moi, je n'accuse pas les hommes. Moi, je regarde le système, comment il fonctionne, quels sont les résultats qu'il donne ou ne donne pas. Et c'est dans cette optique-là seulement qu'on essaie d'analyser, parce que nous aimons tous notre pays et on voudrait que les gens vivent mieux. Oui, c'est ça le plus important. Ça, c'est le souhait. C'est ça le plus important. Et en sécurité. Surtout. Et en sécurité surtout. C'est le premier des biens. On va dire quoi? Qu'est-ce qui va se jouer le 17 décembre prochain, date du référendum? On peut supposer que... Oui, dites-nous. Les Tchadiens vont voter en leur âme et conscience. Ils ont ces projets de constitution qui a été élaboré d'une façon collégiale, avec que ce soit l'opposition ou que ce soit le pouvoir avant la transition. Ils vont, si le oui remporte, cette constitution sera mise en application et on espère de tout cœur qu'il y aura des élections, que ce soit au niveau communal, au niveau des législatives et également sénatoriales. Et ça permettra à ce qu'il y ait un nouveau Tchad qui se mette sur la sellette. Qu'est-ce qui se joue le 17 décembre selon vous? D'abord, un constat s'impose. Une partie de la population tchadienne est plutôt pour une fédération. Il y a des gens qui se sont prononcés, hein, certains responsables politiques. Je ne dis pas que le phénomène est majoritaire, mais ça existe, ce courant-là. Ils ne veulent plus d'un Tchad unitaire. Non, ils veulent une fédération. Mais je crois que là également, il y a un problème qui se pose. En fait, c'est la mauvaise gouvernance, là. Le fait que, quand on regarde, par exemple, la liste des fonctionnaires, la liste des personnes qui sont nommées à des postes de responsabilité, on a l'impression qu'ils sont tous issus de la même région. Ça, Il y a le fait qu'il y a une impunité. Les auteurs de massacres, de crimes, qu'ils soient économiques ou contre des humains, n'ont jamais ou très peu été présentés à la justice et donc il n'y a pas eu de procès. Donc ce sentiment d'impunité quasi permanente fait que les gens se disent bon ben écoutez, si nous sommes ensemble ça ne marche pas, donc on va se séparer. C'est un peu ça, hein. Je ne dis pas que c'est la scission, mais ce phénomène-là existe. Or, le projet de constitution tel qu'il est proposé, il
qui va être soumis donc à l'approbation de la population, ne mentionne pas l'option fédérale. Non, pas du tout. Ça change pas. La forme de l'État la forme, justement, c'est ça le problème. Or, lors du dialogue national, il a été dit que, comme c'est un sujet clivant au niveau du dialogue, on va le soumettre à référendum. Oui, mais le problème c'est qu'à la fin, il y a plus, on ne parle plus de fédération. La question est éludée. Non, mais ça c'est juste ça c'est un des problèmes qui risque de se poser. Et moi je suis beaucoup plus inquiet pour le Tchad. C'est très bien qu'il y ait une nouvelle génération. Vous voyez bien que le Soudan est à feu et à sang. C'est vrai. La Libye, il n'y a pas d'État, il y a des groupes armés. La situation, comme vous l'avez évoqué, avec Boko Haram est instable. On ne sait pas combien de temps encore M. Paul Biya, qui est depuis 40 ans au pouvoir, quelle sera la suite. Et j'ai peur qu'il y ait une autre scission au Soudan, dans cette région du Darfour, là, qui est extrêmement riche, et que on ne connaît pas très bien la position des Américains. Est-ce qu'on ne risque pas, nous, de faire les frais de cette configuration sous-régionale? La question que vous posez... je suis inquiet pour mon pays. Suppose quoi? Les Tchadiens ne veulent plus être ensemble dans un Tchad unifié? Non, je pense que globalement, tout le monde veut être ensemble. Mais comme il y a énormément d'injustices, comme il y a l'impunité, comme il y a des massacres, les gens se disent, attendez, on va peut-être... si l'ancien régime, celui de M. Idriss Déby Itno, avait appliqué la décentralisation, avec transfert de compétences et des moyens. Surtout aux collectivités autonomes. Ça n'a pas été fait. Les maires n'ont pas... juste certains ont été élus. On a vu que lorsque l'opposition les gagnait, on a arrêté le système. Tous les gouverneurs, les 23, ils sont nommés. Les préfets, ils sont nommés. Et même la CONAREC... Normalement, les préfets sont nommés, ils ne sont pas élus. Oui, les préfets, je veux bien, mais les gouverneurs de région et les maires n'ont jamais été élus. Et puis, en plus, il y a une autre question qui peut, sur le plan juridique, avoir son sens. C'est que les présidents de la CONAREC, la commission qui est chargée d'organiser le référendum, c'est toujours le gouverneur qui est le président. Non, mais le CONAREF, ce ne sont pas les militants ou les représentants des partis politiques qui ont décidé, c'est le ministère de l'administration du territoire qui les a désignés. Le CONAREF est un organisme administratif. Pour le moment, on n'a pas encore parlé des élections. On a parlé des recensements. Le CONAREF a fait un travail de recensement au niveau national. Ils ont établi une liste des électeurs qui sont inscrits, qu'ils ont soumis au gouvernement. On espère. Vous avez vu les ratés qu'on a eus ici. Il peut y avoir toujours des ratés. Absolument. Je propose qu'on Makoun Touro se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre discussion, notamment pour évoquer l'après-référendum prévu le 17 décembre 2023. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Tchad, du moins où les électeurs se rendront aux urnes le 17 décembre 2023 pour adopter ou non la nouvelle constitution. Et précisément par rapport à ce référendum, le président récemment, en tout cas le 9 octobre dernier, a appelé plutôt les Tchadiens à se rendre sereinement
gouvernement, ce sont ces mots au référendum constitutionnel le 17 décembre, et dit veiller personnellement, c'est encore son mot, à ce que tout le cycle électoral qui doit mettre fin à la transition en 2024 soit transparent et crédible. Ça vous rassure? Il dit veiller scrupuleusement, personnellement, à ce que le cycle électoral qui interviendra après l'adoption du référendum soit transparent et crédible. A priori, je n'ai pas de raison de mettre en doute la parole du président de la transition, chef de l'État. En tant que militant, je constate qu'entre les mots et les actes, il y a parfois quelque chose qui ressemble à une espèce de dissonance cognitive, j'ai l'impression. Et donc, moi, je suis allé m'inscrire. J'étais déjà inscrit lors des élections antérieures et je suis allé naturellement, tranquillement me faire recenser pour ce référendum-là qui se déroulera ici en France sur 2 jours, pour les résidents qui sont en France. C'est le 16 et 17, décembre. Oui. J'ose espérer que, à partir du vote pour ou contre le référendum, j'ose espérer qu'on va réellement, que le gouvernement en place là va réellement appliquer la décentralisation tant promise, que les choses vont changer. Ça vous tient, ça? Ah oui, mais c'est fondamental. Parce que tant que la décentralisation, tant que les responsables locaux ne sont pas élus et qu'ils ne gèrent pas une partie des affaires locales, ouais, ben, on va toujours aller dans le mur. Parce que cette question d'impunité, cette question de justice, cette question de mort, ouais, bon, même si les événements du mois d'octobre 2022, on peut penser que certains responsables politiques ont voulu faire une espèce d'insurrection, peut-être pour accéder au pouvoir. En tout cas, il y a eu quand même un nombre incroyablement élevé de morts. Et même dans les autres provinces, il y a des enlèvements avec rançon. Ce sont des situations que les Tchadiens vivent au quotidien. Quand vous allez dans les hôpitaux, j'espère. Mais moi, je pense qu'il est quand même... Mais une constitution n'a jamais changé quoi que ce soit dans la vie des gens. Je sais bien qu'une constitution n'a jamais changé quoi que ce soit, mais ce qui est certain, c'est que la constitution tchadienne qui sera soumise à l'approbation des Tchadiens le 17 décembre permettra à ce que cette nouvelle génération qui n'a pas connu certaines difficultés d'adaptation puisse prendre en main cette nouvelle constitution et permettre à ce qui est la décentralisation dans les provinces. Les gouverneurs doivent être élus pour qu'on puisse avoir cette possibilité de pouvoir développer le Qu'est-ce qui a expliqué que pendant longtemps les gouverneurs n'ait pas été élu? Mais c'est le principe même je dirais, d'administration qui a provoqué tous ces gènes, parce qu'on n'a pas mis de structure réelle comme ça en place pour permettre à ce qu'on élise. M. Zang disait tout à l'heure qu'il y a des communes où le maire n'a pas été élu, il a été désigné. C'est ça. Et donc, ce sont ces choses-là que la nouvelle constitution va permettre de pouvoir modifier et permettre à ce qu'il y ait un changement réel. Vous parlez des morts qui ont été... le 20 octobre 2022. Il n'y aura jamais, c'est-à-dire au Tchad, le Tchad reconnu comme tel, c'est un pays unitaire, il n'y aura jamais de crimes qui ne seront pas impunis. L'État s'y engage, c'est ce qui a été dit par le ministre de la Justice et par le président de la République, M. Mahamat Idriss Déby. Donc, ces problèmes resteront intacts. Crime de sang, je pense que tant que ça ne sera pas jugé et tant que ça ne sera pas... c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de réconciliation, je crois qu'on ne peut pas continuer. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. On ne peut pas jouer sur ces formes de tuerie de masse sans qu'il y ait des responsables. Donc, il y aura sûrement des responsables qui vont être jugés. Mais c'est déjà arrivé de par le passé.
Ben oui, c'est des choses qui arrivent, mais je pense que il faut y mettre fin. On va mettre fin. Vous sentez maintenant chez le nouveau pouvoir, je pense que cette dynamique, cette volonté. La nouvelle génération qui arrive au pouvoir et qui va mettre en place le futur du Tchad va modifier toutes ces choses antérieures qui ont détruit l'image de la population vis-à-vis de leurs gouvernants. Deux faits importants, positifs. Sucé Masra est rentré en N'Djamena à la suite d'un accord piloté par le président Félix Tshisekedi. Ça traduit quoi? Que les Tchadiens sont capables de paix. Au fond, on peut transcender les rivalités finalement et les tensions finalement. L'histoire du Tchad n'est pas avare d'accords de réconciliation, de ralliement. On en a signé beaucoup. L'essentiel, c'est qu'ils puissent réellement être respectés, aussi bien ceux qui viennent d'être signés entre le président des transformateurs et le gouvernement. La délégation était dirigée par le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Khoulamala. Donc, on peut espérer que cette fois-ci, ils vont mettre réellement de la bonne volonté dans l'application des mesures qui sont prises. Ça, c'est la première chose. Mais moi, je suis un peu, disons, sceptique. Pourquoi? Par rapport à quoi? Parce que les personnes qui sont chargées, n'est-ce pas, de gérer cette phase-là, on va voir, hein, décembre, c'est bientôt, elles ont acquis un certain nombre de mauvaises habitudes, aussi bien dans la gestion de l'État. Vous parlez du Conseil militaire de la transition? Non, je parle d'une manière générale. Ah, d'une manière générale. D'une manière générale. Okay. On a vu ça. Et c'est ça qui... j'espère pour mon pays que tout aille bien, mais j'ai quelques raisons d'être sceptique. Deuxième fait positif, on n'a pas de rébellion aux portes de N'Djamena. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rébellion. Ah non, pas les mouvements rebelles. Alors, le Tchad a une particularité, c'est que nous avons été pendant très longtemps champions du monde des rébellions armées actives. Oui. Et encore aujourd'hui, il y en a. Le dialogue d'ailleurs. Le mouvement le plus important. Non, ils ont d'abord participé au pré-dialogue de Doha. Ils étaient là. Tout le monde était là, les politico-militaires à Doha. Par contre, ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est un certain nombre de clauses de cet accord-là. Et donc, ils sont repartis dans la rébellion. Simplement, ils ne sont pas actifs. Est-ce qu'ils sont en hibernation? Est-ce qu'ils... je suppose qu'il y a des tentatives de négociation. Quels sont les éléments qu'il y avait dans les clauses et qui les mécontentaient au point où ils claquent la porte? Alors, il y a essentiellement la question de la démilitarisation. Oui, c'est vrai. Du désarmement et de la réinsertion. Ça, c'est une. La question de la désignation des responsables au niveau, par exemple, du Conseil national de transition et du gouvernement. Il y a également la question de la probable candidature des dirigeants de la transition pour... Et ils ne voulaient pas. Non. Ça, c'est une des conditions qu'ils avaient posées. Hein, que les gens qui dirigent la transition doivent se retirer. Donc, mais je ne suis pas leur porte-parole, donc... oui, mais justement, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y avait eu ces dialogues où ils n'ont pas pu participer. Vous avez parlé tout à l'heure de la continuité des dialogues, quel que soit l'avenir de ces référendums. Les Tchadiens aiment tout le temps chercher à pouvoir, dès qu'on n'est pas content, on prend les armes. Dès qu'on sent que notre intérêt personnel, privé est touché, on prend les armes. C'est pas dans ce sens-là qu'on va diriger un pays. Le pays doit être dirigé dans une coalition et dans un état de concorde. Or, c'est pas ça. Ce qui est certain, c'est que beaucoup voient en politique un moyen d'enrichissement. L'enrichissement. Or, la politique en tant que telle, c'est pour pouvoir servir la population. Or, ces services, on ne le voit pas. On ne le voit pas, pratiquement tous. Il y a une scientifique française, Marielle Delbos,
qui a écrit un livre sur le métier des armes. En fait, créer un mouvement armé, ça devient une entreprise. Oui. Et après, on accède à des postes de responsabilité. Oui. C'est comme ça que ça a été pendant très longtemps. C'est une activité, ça devient une activité rentable. Mais c'est pas ça le but Et précisément par rapport à ça, le président dit dans son dernier discours où il vous appelait au référendum que le désarmement, la démobilisation, le désarmement n'ont pas pu se faire parce que les partenaires internationaux n'ont pas apporté le financement. On parlait tout à l'heure de... Pourquoi le Tchad a-t-il besoin de partenaires extérieurs pour amorcer le processus de... Mais parce que souvent on se rend compte que ceux qui fournissent ces armes, c'est les mêmes qui sont derrière pour pouvoir pousser à ceux qui prennent le pouvoir pour leur acheter encore d'autres armes. En Afrique, au Tchad en particulier, on ne fabrique pas d'armes. Oui. Donc, ces multitudes d'armes qui sont déversées au Tchad, c'est dû à des acteurs extérieurs qui ont intérêt à ce qu'il y ait toujours des désordres au Tchad pour permettre à ceux qui puissent profiter de leur action. Or, le Tchad, c'est un pays minier, c'est un pays également doté d'une jeunesse, presque 60-70% des jeunes tchadiens peuvent encore être au service. Un point très important aussi pour finir cette émission et qui mécontente certains les Africains dans des pays que je n'ai pas besoin de nommer. On ne comprend pas que le président français aille introniser, adouber le président tchadien qui n'a pas été élu du tout, alors qu'on condamne les putschistes dans d'autres pays. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, rend particulier le cas tchadien et qui a motivé cet appui important et international apporté par la France? Mais c'est un problème d'amitié. Amitié. Amitié. Les États n'ont pas d'amis. N'ont pas d'amis, ça c'est certain. Mais, le Tchad... Mais vous comprenez la frustration des autres? C'est cas exceptionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas comme dans d'autres pays où ces problèmes s'est posé et c'était pas pareil. Au Tchad, c'était exceptionnel. Le fait que une succession dynastique, on a déjà vu ça ailleurs. Non. Un changement anticonstitutionnel, on a vu ailleurs. J'avais parlé de ça tout à l'heure et je ne pense pas qu'il faut absolument qu'on revienne à chaque fois là-dessus. C'est une situation exceptionnelle, un moment important pour maintenir la paix dans cette zone-là qui s'est passé. Le président français, c'est un ami du Tchad et qui est venu participer à notre douleur. Sa compassion... Qu'il laisse les Tchadiens régler leurs propres problèmes. Ils sont suffisamment matures. Ils n'ont pas besoin de l'aide des services de renseignement français ou de l'armée française pour gérer leurs problèmes. Et c'est vrai, M. Togbé, vous l'avez dit avec beaucoup de pertinence, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, même on traite ces régimes-là de putschistes, on les traite de putschistes, et le chef de la transition au Tchad, on l'appelle président de la transition. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de deux poids, deux mesures qui est quand même... Vous pensez que ce n'est pas amitié, c'est parce que le président français... Du tout. L'armée française est présente au Tchad quasiment depuis 1965, sans discontinuer, avec des petites périodes. La seule fois où l'armée française a été chassée du Tchad, c'est justement par des putschistes. En 1975, le Conseil supérieur militaire, avec à sa tête le général Maloum, avait accédé au pouvoir et a demandé le départ des troupes françaises du Tchad. Ils se sont exécutés à cette époque-là. Or, c'était des putschistes déjà. Bien. Et par la suite, depuis 1986, Épervier et toutes les opérations militaires au Tchad, il y a eu une présence constante. Oui. Et pour vous, comment vous l'expliquez? Constante, mais tout simplement, c'est un enjeu stratégique. C'est-à-dire que le Tchad, c'est une espèce de porte-avion dans le désert. Le Tchad. Pour l'armée française. Pour ces différentes interventions, pour le contrôle d'une partie de l'Afrique, la France est une puissance
impérialiste, elle se comporte en tant que telle et que c'est le Tchad, comme les autres, ce sont des vassaux qu'elle manipule. Non, mais quand vous parlez de porte-avions, si le Tchad... Dans le désert. Dans le désert, si vous dites, mais c'est-à-dire le Tchad est un pays souverain. Et s'il a des accords avec la France, je ne vois pas en quoi la troupe française ne peut pas être au Tchad. Je suis d'accord avec vous. Ça c'est un principe de base. Oui, je suis d'accord avec vous. Monsieur Bamare, la question qui est posée, c'est la question de l'impératif démocratique. Quand vous dites la prise de pouvoir ne peut se faire que par les urnes, et c'est ce que vous exigez à tout le monde, n'allez pas adouber un président qui n'a pas été élu. Non, mais le président de la République française allait même plus loin. Non, il a dit je ne permettrai pas qu'on déstabilise le Tchad. Il est président de la République française ou il est le président de la République du Tchad? Mais vous comprenez ça totalement. Non, mais moi je comprends, parce que ce qui est certain, c'est que le Tchad, en ce moment précis, on ne peut pas déstabiliser. Parce que s'il y avait eu des désordres à cette période, ça sera pratiquement tout le Sahel qui devait être embourbé dans cette action de guerre. Non, monsieur Bamare, pour qu'on comprenne, si le président de l'Assemblée nationale, qui est le dauphin constitutionnel, avait pris le pouvoir, le Tchad aurait été déstabilisé? Non, c'est-à-dire, l'acte que le président de l'Assemblée nationale a soumis à l'approbation de l'opinion internationale, c'était, il n'a pas la possibilité, en tant que civil, de pouvoir prendre des décisions militaires à cette période précise où on ne sait pas qui et quoi, pourquoi on a tué le maréchal. Il aurait eu des conseils militaires, il aurait eu des ministres. Il aurait pu, mais je crois qu'à ce moment précis, oui, il n'y avait pas du tout un élément qui lui permettrait de pouvoir décider si on pouvait l'écouter à ce moment précis. Bon. À la fin de la transition, pour vous, par rapport à l'analyse que vous faites, un civil pourra prendre le pouvoir ou bien il faut toujours un militaire? Non, ce moment-là. Le Tchad, comme je disais tout à l'heure, c'est un pays souverain. Donc, c'est-à-dire les Tchadiens vont voter en leur âme et conscience et ils désireront leur prochain président. Que ce soit un civil ou un militaire, c'est un Tchadien qui sera élu président. D'accord. Non, mais c'est par rapport à la question liée au personnage qui prend la succession du président Idriss Déby que je pose. Mais vous comprenez son point? C'est-à-dire vous étiez à un moment... Monsieur Bamare a peut-être raison, j'en sais rien. Vous étiez peut-être à un moment où il fallait un militaire pour assurer la succession du président Idriss Déby. Non. Mais, peu importe si c'est démocratique ou pas. Il y a une question de principe. D'accord? Le président de l'Assemblée, à l'époque, monsieur Kabadi, s'il avait pris le pouvoir, c'était pour continuer exactement la même chose que le défunt président. Il est du MPS, avec les mêmes hommes, avec les... Oui, la question de... Justement, il y a, depuis 79... Depuis 75 plutôt, depuis 75, le Tchad a été toujours dirigé par des militaires ou des politico-militaires. Il n'y a pas eu, depuis Tombalba, il n'y a plus eu de président civil. Une petite période de 3 mois où M. Lol Mamadou Choua a été président, mais vous avez vu comment il a été balayé par les politico. Donc il y a quand même le problème, tant que c'est la France qui va décider qui va être président au Tchad, on n'est pas sorti de l'auberge qu'elle est. Non, la France ne que le gouvernement français laisse les Tchadiens régler eux-mêmes leurs problèmes de manière démocratique, mature. Et c'est très, très important. Et moi, je pense qu'il est très important qu'on sensibilise les Tchadiens à pouvoir participer à ces référendums. Dans ce projet de constitution souligne la capacité, le génie tchadien à trouver des solutions aux problèmes du Tchad, pour un Tchad plus fort, pour un Tchad plus uni, plus réconcilié. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à votre pays. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Je regrette que Abdelkarim, qui était initialement invité dans cette émission, n'ait pas pu avoir le temps d'y participer, mais nous avons quand même évoqué la situation de votre pays qui va tenir son référendum constitutionnel le 17 décembre 2023, à qui nous souhaitons beaucoup de paix, aux Tchadiens, beaucoup de paix, beaucoup de prospérité, même
même si le dernier rapport de la Banque mondiale sur la lutte contre la pauvreté n'est pas très bon. Un pays en guerre ne peut pas avoir le même... Il est en guerre, le Tchad? Non, mais autour du Tchad, il y a tous les pays en guerre. Donc, c'est-à-dire le Tchad actuellement accueille les réfugiés qui viennent de différents pays. C'est vrai. Et le Tchad, énormément de réfugiés. Il y a les réfugiés du Soudan, qui sont très nombreux, du Darfour, à peu près 400 000. Il y a ceux qui étaient déjà venus de la République centrafricaine. Il y a ceux qui fuient aussi les exactions commises par les terroristes de Boko Haram. C'est vrai que ça pèse beaucoup. Et l'Afrique doit beaucoup au Tchad pour cette hospitalité et cette capacité que vous avez à accueillir des gens. Si vous étiez déstabilisé, imaginez comment ça aurait été difficile à gérer si vous aussi, vous êtes déstabilisé. Pour autant, on ne peut pas mettre la démocratie entre parenthèses pendant longtemps. Non. Le moment viendra. Non, justement, on avait la transition et ça va durer le temps qu'il fallait qu'il y ait 18 mois et puis on arrivera... Non, les 18 mois sont passés, là on est déjà 1 an après la deuxième transition. Hein. Oui. Non, je parle de la deuxième transition, celle qui est issue de... Qui normalement doit s'achever du dialogue. Sauf si la Constitution est rejetée. Si le non l'emporte, la transition va être prorogée. C'est ça. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Hein. Parce qu'il va falloir faire un nouveau projet de constitution. Donc, on va prolonger la transition. Oui, effectivement, si dans le cas où le non remporte... Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'éléments objectifs clivants qui pourraient amener les Tchadiens à rejeter cette constitution? Il y a quasiment de l'unanimité autour de cette... Unanimité, je ne dirais pas, mais il y a quand même des responsables politiques, les politico-militaires qui ne se sentent pas concernés par cette affaire de référendum constitutionnel. C'est possible, mais c'est-à-dire ce qui est certain, c'est dans tous les pays du monde, il y a toujours eu des contestations sur des thèmes bien définis. Fort heureusement. Et donc, je ne pense pas que ça soit le cas pour le Tchad. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Monsieur Bamaré, vous êtes un grand militant de mouvements associatifs. Absolument, ça fait plus de 40 ans que je suis dans les actions de mouvements. Titulaire de plusieurs médailles, ici la médaille d'honneur des services bénévoles, ici la médaille d'honneur hors de la ville de Puteaux en France, une autre médaille ici, une 4e médaille, le souvenir français, qui vous a été décerné par le président général du souvenir français. Merci et bravo pour votre engagement au profit des associations diverses. Le bénévolat est un acte de volonté et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes et certaines personnes à travers le monde qui apportent beaucoup de contributions dans le bénévolat, qui rendent grandement service à des États. Et je pense que beaucoup de nos compatriotes vont être des bénévoles également dans d'autres actions. Absolument. Et il y en a beaucoup au Tchad en ce moment qui aident à l'intégration des réfugiés et qui viennent d'un peu partout de vos... On a même un camp de réfugiés aux alentours de N'Djamena. De Camerounais. Hein, parce qu'il y a eu des incidents là en 2021. Et le Tchad accueille beaucoup. Mohamed Zang Nezoun, merci à vous également d'avoir participé à cette émission sur votre pays, le Tchad, membre de l'UNDR, le parti du Premier ministre actuel Saleh Kebzabo. Vous êtes enseignant et c'est aussi une forme de don de soi. Absolument, c'est un don de soi. Et chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dont vous aidez à gagner les autres. C'est la fonction la plus noble après. Merci. Avec la santé. En tout cas, vous êtes le président de l'Amicale panafricaine, membre de la Dynamique unitaire panafricaine. Merci. Merci, monsieur Togbé. Et puis un petit coucou à tout le peuple tchadien. Absolument. Pour que les choses aillent mieux, faut l'espérer, quoi. Puis un petit coucou aussi aux militants de l'UNDR. Merci également à tous les Tchadiens. Merci beaucoup. À vous, c'est la fin, mesdames et messieurs. De Frontal, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré au Tchad. Pour suivre cette émission, rendez-vous sur www.nca-tv.com et abonnez-vous surtout à la chaîne. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Togbé. Merci, monsieur Togbé.